Alors, au programme de cette soirée, deux parties. La première avec notre invité Thierry Le Gall. Il va nous parler des bases bibliques des relations entre les chrétiens et les autorités. On va faire un tour d'horizon au niveau de l'Assemblée nationale, connaître un petit peu le fonctionnement de la naissance des lois. Et il va nous faire une proposition de type de relation qu'on va avoir avec les élus. En deuxième partie, on a des invités du CCFD Terre Solidaire. Alors, Myrto, qui va nous parler du plaidoyer institutionnel. Et ensuite, Stéphane, qui nous parlera de mobilisation citoyenne et pour savoir en gros comment aider les gens à monter en compétences citoyennes. Alors, on va démarrer tout de suite avec notre premier invité. Alors, je vous le présente, Thierry Le Gall. Il a travaillé une vingtaine d'années en communication pour le groupe Ferrero. Moi, je pense au plateau de Ferrero-Rocher quand j'entends le mot Ferrero. Ensuite, il a étudié à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et au sein de l'Union des ADD. Il a suivi le cursus Emouna, c'est un cycle d'1 an à Sciences Po Paris. Puis, il a été pasteur en Haute-Normandie, en Bretagne, et a travaillé comme directeur de la communication des ADD et du CNEF. Aujourd'hui, il est directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. Donc, pour faire simple, il est aumônier auprès des parlementaires, mais pas lobbyiste. C'est à toi, Thierry. Merci, Johanna. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Arocha de m'avoir invité. Merci pour votre confiance. Effectivement, le sujet de l'environnement est un sujet qui nous préoccupe tous et Arocha est là pour nous donner les éléments et l'éclairage pour une réflexion biblique intelligente sur cet héritage que Dieu nous a confié. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai été personnellement sensibilisé, ayant grandi en Bretagne, à l'environnement. La première fois, ça a été avec la catastrophe de l'Amoco Cadiz, fin des années 70. J'avais 13 ans quand nos côtes ont été recouvertes de fioul lourd pendant plusieurs semaines. Et j'ai participé à l'époque au sauvetage d'oiseaux mazoutés. Et ensuite, nous avons été confrontés à un projet de centrale nucléaire à la pointe du Raz, sur la pointe Finistère. Et là aussi, il y a eu une forte mobilisation des habitants de Bretagne contre l'implantation d'un site qui ne nous semblait pas utile. Alors, aujourd'hui, je suis effectivement dans ce service, directeur de ce service pastoral auprès des parlementaires, qui a pour vocation d'accompagner pastoralement les sénateurs et les députés qui le souhaitent, alors qu'ils soient catholiques, protestants évangéliques, athées, agnostiques. Mon rôle est aussi de répondre aux questions des parlementaires sur l'organisation du protestantisme en France et du protestantisme évangélique en particulier, et d'organiser les auditions du Conseil national des évangéliques de France sur les grands sujets de société comme la loi séparatisme, la loi de bioéthique, et pourquoi pas, lorsqu'elle arrivera, des lois sur l'environnement. Et je voudrais vous proposer deux textes bibliques qui structurent cette action. La première est dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 1er, que vous connaissez. Et Paul dit à Timothée, « J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. » Et la suite du texte dit qu'il est important que toute personne puisse rencontrer, en tout cas faire la paix avec Jésus-Christ. Donc ce texte nous invite non seulement à prier, mais aussi à remercier le Seigneur pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité. Donc que nous ayons voté ou pas pour eux, que nous soyons d'accord ou pas avec leur politique, Dieu nous dit bénissez le Seigneur pour les autorités qui sont en place et qui structurent le pays. Parce que vous l'avez remarqué que quand un pays est bien géré, les habitants sont heureux. Quand un village, une ville ou un quartier est bien administré, les habitants sont heureux. Et demander à Dieu sa bénédiction sur nos autorités et nos autorités politiques est un commandement, ce n'est pas une option. Et ensuite, le deuxième texte, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 12, nous sommes invités à avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra.
Et aujourd'hui, que les chrétiens, que le christianisme prenne sa place dans la protection de l'environnement me semble tout à fait légitime dans cette période particulière dans laquelle nous vivons. Verset 13, à cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme ou en femme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Et enfin, verset 17, respectez chacun, y compris dans ses opinions, ça c'est mon commentaire, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Je suis donc engagé depuis 7 ans, nommé par le Conseil national des évangéliques de France, dans une mission d'aumônerie auprès des députés, des sénateurs et des sénatrices. Les deux chambres, donc le Sénat, l'Assemblée nationale et le Sénat, sont là pour proposer des lois, les discuter, les voter, mais aussi contrôler le travail du gouvernement. Et pour le Sénat en particulier, jouer un rôle de contre-pouvoir ou de garde-fou vis-à-vis de l'exécutif ou vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Donc notre système législatif est assez bien équilibré et les lois, toutes les lois, qu'elles ce soient des projets de loi donc, qui viennent du gouvernement ou des propositions de loi qui viennent des parlementaires, les deux chambres exercent un travail législatif indépendant qui nous garantit d'avoir en France une vraie protection de la démocratie et de l'exercice du pouvoir. Souvent, ce que me disent les députés et les sénateurs, c'est qu'ils apprécient que je vienne les rencontrer, alors d'abord à titre pastoral, et là c'est dans le cadre privé, mais aussi pour exprimer les postures des protestants évangéliques, parce que, me disent-ils, et c'est la formule qu'ils utilisent, cela les aide à structurer leur pensée politique. Imaginez qu'un député, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale va être renouvelée au mois de juin, avec les 2 tours des législatives, et je vous encourage à aller voter et à vous intéresser aux candidats aux législatives de vos circonscriptions. Ces députés ont la possibilité de proposer des lois, mais ils seront aussi amenés à voter les lois que le gouvernement proposera. Donc, si un député peut proposer des lois, ça veut dire que vous pouvez l'inspirer, vous en tant que citoyen, parce qu'un député dans l'année doit voter des centaines de lois différentes. En tout cas, il doit travailler sur des centaines de sujets différents. Et l'année dernière, de mémoire, je crois que 81 nouvelles lois ont été votées, ce qui est assez important lorsque l'on veut bien travailler dans l'exercice législatif. Donc, vous avez en tant que citoyen, que vous soyez militant associatif ou pas, la possibilité de demander des rendez-vous en individuel ou en groupe pour aller rencontrer votre député dans sa circonscription et le sensibiliser sur une circonstance, une situation, que ce soit au niveau local ou au niveau national, parce que ce député ou cette députée a la possibilité de porter votre préoccupation au national, et voire même d'en faire une proposition de loi. Alors moi, je ne suis pas lobbyiste, mais je suis un relais d'information et je parle régulièrement des associations qui travaillent dans différents domaines et qui représentent la voix des protestants évangéliques, comme l'association Portes Ouvertes, le service d'entraide et liaison, le CEL, le Comité protestant pour la dignité humaine et Arocha. Et ce que me disent les parlementaires quand je parle d'Arocha, c'est qu'ils trouvent très intéressant que les protestants, et les protestants évangéliques en particulier, aient une doctrine de la création et une forme de doctrine de la protection de l'environnement, et que notre attachement à la création tout entière et au caractère sacré de la vie fait de nous des interlocuteurs très intéressants, parce que nous ne considérons pas l'environnement comme un sujet accessoire ou secondaire, mais il peut, si nous en comprenons vraiment les enjeux, représenter pour nous, croyants, chrétiens, un enjeu de foi, un enjeu en tout cas qui va résonner dans notre histoire et dans la doctrine, dans les textes bibliques, la doctrine qui nous relie aux textes bibliques et dans notre relation à la création. Donc je vous encourage à le faire plutôt de manière structurée, parce que
les actions de groupe sont toujours plus efficaces que les actions individuelles. Mais à ne pas hésiter, lorsque vous avez un plaidoyer, lorsque vous avez un dossier bien établi, que vous travaillez sur un sujet sur lequel vous avez des éléments de réflexion, que vous avez alimenté avec un dossier, avec des arguments, avec des éléments factuels, à demander un rendez-vous à votre député en particulier, et pourquoi pas à votre sénateur dans sa circonscription, ou de venir le porter à Paris en délégation avec Arocha. Je pense que CCFD le fait peut-être déjà, pour essayer d'obtenir un écho dans le cœur de ce député, voire de ce groupe de députés qui travaillent sur les sujets de l'environnement. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'environnement a un impact économique, humain, un impact sur la santé, sur un ensemble de paramètres qui touchent la politique générale et qui touchent la qualité de vie des humains. Donc voilà, comme Johanna l'a rappelé, moi je ne suis pas lobbyiste, mais comme je travaille depuis 7 ans auprès des parlementaires, je commence à bien les connaître et à identifier ce qui les intéresse. Donc, ce qui les intéresse avant tout, c'est que vous soyez force de proposition, que vous veniez avec des idées créatives, parce que les contestataires et les râleurs, ils en ont toute l'année. Donc, nous avons le droit d'exprimer une contestation, une inquiétude, un mécontentement, c'est normal, mais si vous arrivez avec des propositions constructives, étayées, avec des idées qui peuvent être appliquées ensuite au niveau d'une politique environnementale nationale, alors vous serez les bienvenus et vous pourrez inspirer les parlementaires. Vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, alors là, ça c'est un travail de lobbying, hein, moi je ne le fais pas, mais plusieurs associations militantes qui font du lobbying arrivent même parfois avec des propositions de loi ou des propositions d'amendement pour enrichir les lois de votre réflexion. Donc voilà en une courte présentation de ce que je fais et de la manière dont fonctionnent les parlementaires. Et je suis à votre écoute pour toute forme de questions ou de réflexion sur le sujet ou sur le cœur de mon ministère au Parlement. Alors, si vous avez des questions pour Thierry, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je vais commencer. Personnellement, j'ai une question. J'aimerais en savoir plus sur la manière dont l'opinion publique et les lobbies peuvent influencer l'émergence des lois. Alors, l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas des chambres d'enregistrement, mais il faut reconnaître que les parlementaires sont très sensibles à l'opinion publique. Il est rare que des parlementaires, que des lois soient votées contre l'opinion publique. Cela arrive, cela déclenche d'ailleurs des mouvements populaires assez importants, ça peut toucher l'éducation ou l'éthique, mais les parlementaires sont sensibles à la voix populaire et aux voix qui s'expriment dans l'espace public, et en particulier lorsqu'ils sont relayés par les médias. Donc, lorsque non seulement vous portez un plaidoyer, mais qu'en plus vous pouvez le faire de manière collective avec d'autres associations, et que vous avez la chance d'être relayé par un grand média audiovisuel, vous avez de fortes chances que les parlementaires soient sensibles à cela, parce que vous êtes visible et audible dans l'espace public au travers des grands médias audiovisuels. Donc ça veut dire aussi accepter parfois de faire des alliances ou des associations avec d'autres partenaires avec lesquels nous ne travaillons pas forcément toute l'année, mais que nous connaissons pour avoir plus de poids. Ok, merci. On a une autre question. Quelle est la proportion de parlementaires qui seraient des chrétiens engagés, toutes dénominations confondues? Et une autre question, rencontres-tu au contraire de franches oppositions? Il y a deux questions. Alors, je vais vous surprendre parce que ça n'est pas du tout l'image que les médias donnent des parlementaires. Moi, j'évalue à environ 30% le nombre de parlementaires chrétiens engagés. Alors, d'un point de vue biblique, on pourrait les appeler nés de nouveau. Alors, la majorité, bien sûr, sont catholiques parce que c'est l'histoire de notre pays. Mais il y a aussi des protestants réformés, il y a quelques évangéliques, il y a des agnostiques très ouverts à la foi chrétienne. Mais voilà, entre l'Assemblée nationale et le Sénat,
je les évalue à environ 30%. Le renouvellement de l'Assemblée nationale en juin va recolorer l'Assemblée nationale, donc il faudra que vous me reposiez la question dans 1 an ou 2, quand j'aurai eu le temps de prendre la température de la nouvelle Assemblée. Et alors la deuxième question était... rencontres-tu au contraire de franches oppositions? Alors, les débats, l'Assemblée nationale est un lieu de débat et de tension politique. Le Sénat est plus un lieu de réflexion et de discussion. Donc, au Sénat, non, quasiment jamais. À l'Assemblée nationale, oui, il est arrivé que je puisse rencontrer des oppositions ou des postures assez radicales, mais qui, en général, étaient liées à une méconnaissance du protestantisme évangélique. Après quelques minutes de pédagogie et d'une posture bienveillante, mes interlocuteurs comprennent que nous sommes des citoyens chrétiens qui portons une espérance et qui avons parfois une posture conservatrice sur l'éthique familiale, sur l'éthique sexuelle, mais que nous sommes des citoyens comme les autres qui rêvons d'un monde meilleur, de jours meilleurs. Par contre, je dois très régulièrement déconstruire l'image que les médias font circuler en France à propos des évangéliques, qui sont souvent associés à la mouvance qui soutient Donald Trump aux États-Unis ou Jair Bolsonaro au Brésil. Or, le protestantisme français est culturellement très éloigné de ce que nous pouvons rencontrer dans ces franges qui soutiennent les 2 chefs d'État que je viens de citer. Et donc, il y a un gros travail de pédagogie au long cours pour rappeler qu'il y a une spécificité française, protestante évangélique, qui est très différente de ce que les médias véhiculent outre-Atlantique, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. En attendant, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des aumôniers d'autres confessions? Oui, il y a un aumônier catholique qui s'appelle le père Marc Lambret. L'aumônerie catholique a été créée il y a un peu plus de 35 ans et elle est aussi à la disposition des parlementaires au Sénat et à l'Assemblée. Mais il n'y a pas d'aumônier musulman et d'aumônier juif. D'accord, merci. Alors je précise aussi que nous sommes des aumôneries déléguées. C'est-à-dire, contrairement aux armées, aux hôpitaux ou aux écoles, nous n'avons pas de bureau et de services intégrés au Parlement, contrairement à Washington, par exemple. Mais nous sommes envoyés, donc le père Marc Lambret est envoyé par l'archevêque de Paris et moi je suis envoyé par le Conseil national des évangéliques de France et je suis mis à la disposition des parlementaires qui le souhaitent, mais nous ne sommes pas un service du Parlement. D'accord. Est-ce que tu nous encourages à nous engager en tant qu'élus politiques? Alors, ma conviction, et c'est aussi la ligne du CNEF, c'est que je pense que la France n'a pas besoin d'un parti politique chrétien militant, pour plusieurs raisons. Par contre, la France a besoin de chrétiens qui viennent inspirer les conseils municipaux, qui viennent inspirer le Parlement, et les chrétiens ont toute leur place dans un engagement politique s'ils en ont la vocation. Et c'est valable que l'on soit femme ou homme. Nous avons souvent hésité à réfléchir à un engagement en commençant par un conseil municipal pour des tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'analyser ce soir, mais qui sont assez claires. Oui, je peux vous dire que de plus en plus de chrétiens s'engagent dans les conseils municipaux, dans des petites villes ou des grandes villes, que de plus en plus réfléchissent à un engagement aux législatives. Là, il y aura à nouveau des évangéliques qui se présentent pour devenir députés, bien sûr. Mais les chrétiens qui entrent en politique n'entrent pas en politique pour faire de l'évangélisation. Ils entrent en politique pour essayer d'améliorer un peu le quotidien de leurs concitoyens. Et l'engagement politique, dans son sens noble du terme, se rattache aux paroles de Jésus qui nous dit « Fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse ». Et si je veux faire à mon prochain ce que j'aimerais que l'on me fasse, c'est-à-dire rendre ma vie meilleure, alors je peux, si j'en ai la vocation, utiliser le levier du pouvoir politique, que ce soit dans un village, une agglomération, un ministère, pour rendre le monde meilleur, le monde de demain un peu meilleur. C'est pas vraiment une question, hein, c'était juste par rapport à ce qui avait été dit, où globalement les parlementaires ne vont pas s'opposer à l'opinion politique générale, alors que globalement l'écologie, pour le moment, c'est encore contraire à, je sais pas si on peut dire l'intérêt de tous, mais c'est pas dans l'opinion
majoritaire. Donc, j'en déduirais plus que si les parlementaires prennent des décisions en ce sens-là, ça sera contre l'opinion. Effectivement, il est difficile de prendre des décisions politiques qui soient impopulaires. Tout d'abord parce qu'un parlementaire est aussi dans un cycle électoral, c'est-à-dire que quand il arrivera au bout de son mandat, s'il veut continuer à faire de la politique, il devra donc être réélu. Et il y a souvent un équilibre à trouver entre le courage de l'engagement politique et des opinions personnelles que l'on a, et la force de l'opinion publique ou des lobbies, voire du gouvernement, qui peut porter une voix différente. Et nous savons que, enfin moi je peux vous dire parce que je les fréquente de près chaque semaine, que certains l'ont payé parfois de leur exclusion de leur famille politique, parce qu'ils avaient un avis différent. Et vous savez, quand vous êtes dans une famille politique importante et que vous avez un avis contraire à la recommandation de vote qui a été donnée par votre famille politique, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Soit vous pouvez vous abstenir une fois ou deux, vous pouvez vous faire porter pâle une fois ou deux, mais vous ne pouvez pas faire ça toute l'année. Donc il y a un moment, soit vous acceptez de voter dans le sens de la recommandation de votre famille politique, soit vous sortez de cette famille politique, mais du coup vous devenez beaucoup moins influent, parce que vous pouvez continuer à être député non affilié. Mais un député non affilié aura beaucoup moins de temps de parole, aura beaucoup moins de moyens, et sera là, il incarnera votre voix, mais sera beaucoup moins influent que s'il peut rester malgré tout au sein d'une famille politique où son vote pourrait être porté par 10, 20, 30, 40, 150, voire 300 députés, comme ça a été le cas de la République en marche en 2017. Et finalement, c'est un peu plus compliqué que ce qu'il paraît. Oui, il n'y a rien de manichéen, c'est ni blanc ni noir, il n'y a pas le bien et le mal d'un côté. C'est que l'Assemblée, les deux assemblées, les deux chambres sont composées d'hommes et de femmes, comme vous et moi, qui ressentent les mêmes dilemmes, les mêmes cas de conscience, et qui, pour leur grande majorité, se sont engagés au service du bien commun et non pas pour gagner de l'argent ou être célèbres, contrairement à ce qu'on pourrait nous laisser croire. La majorité sont des gens honnêtes et travailleurs, et j'ai aucun intérêt à vous le dire, c'est pas le Parlement qui me paie, et je reçois pas d'argent de leur part, mais je les fréquente. Néanmoins, vous pouvez prier pour eux pour que Dieu leur donne le courage d'assumer leurs opinions contre parfois une majorité. Mais vous savez que ça n'est pas forcément la majorité qui a raison. Ça dépend comment la majorité est instrumentalisée ou pas. D'accord, merci. Ouais, donc on voit vraiment bien notre rôle avec la prière. Là, on a vraiment quelque chose à faire. C'est la première étape. La prière et l'action. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Oui, moi je voulais d'abord te remercier parce que le message que tu transmets, je crois, est très important dans une période de notre histoire où il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la politique et des politiques, beaucoup d'incompréhension, je crois, et beaucoup parfois de jugement. Ouais, bon. Donc en tout cas, merci. Et alors j'avais une question, c'était au niveau d'Arocha France, qui est une assez petite association, on est en train donc de développer un réseau d'ambassadeurs un peu partout en France. Donc on commence à avoir quelques relais, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années, un peu partout en France, donc dans différentes circonscriptions. Est-ce qu'il y a une action qu'on pourrait imaginer faire à l'horizon des prochains mois, par exemple, pour faire, entre guillemets, avancer modestement à notre niveau la cause, entre guillemets, de l'écologie? Est-ce que tu verrais, tu as parlé de la possibilité d'aller visiter, par exemple, un député en groupe. On est en train d'établir des groupes locaux un peu partout en France. Est-ce que tu penses que ce serait une démarche utile, intéressante, ou est-ce que tu en verrais d'autres? Et si on allait rencontrer des députés, par exemple, pour reprendre cet exemple, qu'est-ce que tu suggérerais qu'on fasse concrètement? Voilà, on leur amène un manifeste en leur demandant s'ils sont prêts à le signer, ou je sais pas. Alors, effectivement, il faut le faire. C'est-à-dire que
Je vous encourage à... Alors, encore une fois, hein, moi je suis pasteur, mais je vois comment fonctionnent les lobbyistes et je vois comment réagissent les parlementaires. Vous avez tout intérêt à structurer au niveau national une action commune. C'est-à-dire que si vous voulez parler de la déforestation, par exemple, essayez d'en parler au même moment à tous les parlementaires que vous pourrez contacter en région, en circonscription. N'y allez pas en ordre dispersé. C'est-à-dire que si vous êtes présent dans 15 départements ou dans 50 départements, essayez d'organiser sur une même période, sur un espace d'un mois par exemple, d'aller rencontrer 50 parlementaires avec 50 de vos délégations sur le même sujet. Parce que les parlementaires se retrouvent à Paris. Moi, je viens à Paris toutes les semaines du mardi au jeudi, les parlementaires aussi, et ils se voient, ils se croisent, ils mangent ensemble, ils travaillent, ils se retrouvent dans les commissions. Et donc, si le parlementaire du Doubs dit à son collègue breton et à son collègue de Marseille, bah tiens, j'ai vu Arocha qui m'a parlé de tel sujet, ah bah moi aussi, ça va entrer en résonance et vous allez créer une caisse de résonance et donc vous allez multiplier votre impact. Mais je le redis, effectivement, comme Arocha est en croissance, vous avez tout intérêt à mener des actions de groupe aussi avec des associations, d'autres associations sœurs, qu'elles soient de confession chrétienne ou pas, qui portent la même voix, mais à la différence que vous portez la voix du protestantisme. Je prends l'exemple des associations familiales. En France, il existe depuis 1947 des associations familiales protestantes, catholiques, laïques. Il y a aussi des associations familiales LGBT. Et donc, elles sont chargées de porter la voix des familles auprès du gouvernement et des parlementaires. Lorsqu'elles arrivent à mener une action concertée, c'est-à-dire si les associations familiales catholiques, musulmanes, juives et protestantes viennent voir le ministre avec du même voix sur un même sujet, vous imaginez que ça a beaucoup plus d'impact que si les protestants vont de leur côté et que les musulmans vont de leur côté. Et pourtant, ce sont tous des monothéismes, mais qui n'ont pas la même doctrine. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un interreligieux qui va donner naissance à une nouvelle religion, c'est qu'on a des intérêts communs et que l'on a des canaux communs qui nous permettent de porter d'une même voix un sujet commun. Donc je vous encourage vraiment à réfléchir à ces actions de groupe. Et donc en parallèle de ce que vous pourrez faire sur le terrain, donc en vous structurant en comités départementaux, c'est de poser la question au délégué départemental du CNEF qui peut vous aider aussi, si lui il a un réseau, à vous aider à vous faire profiter de ce réseau. Et puis demander aussi une audition à l'Assemblée nationale et au Sénat auprès des parlementaires qui sont chargés de travailler sur ces questions. Et vous pouvez le faire en travaillant d'abord dans les circonscriptions dans un premier temps, et ensuite de monter au national pour toucher, parce que vous n'arriverez pas à toucher 100% des parlementaires, mais pour en toucher une partie sur le terrain et une autre partie au national dans la commission chargée du sujet. Du coup, quand on rencontrait notre député, vous avez parlé d'un dossier bien établi à présenter. Quels sont les éléments indispensables à présenter dans ce dossier? Ah là, c'est plus du travail pastoral que vous me demandez, Johanna. Des documents courts, synthétiques et percutants. L'exercice est difficile. Si ça tient en une page à 4 ou 2, avec 3 ou 4 idées fortes et des ressources derrière, des liens web, des liens vers des supports numériques, c'est l'idéal. Si vous arrivez avec... voilà, dites-vous que vous avez quelques minutes pour convaincre. Alors moi, ce n'est pas le cas parce que moi, je crois à l'action de l'Esprit Saint dans les entretiens pastoraux. Donc, je ne suis pas là pour convaincre. Vous savez, j'ai deux parties dans ma vie, vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai passé 20 ans à vendre du Nutella, des Kinder Bueno et des Ferrero Rocher, à travailler à la communication. Donc, je sais faire ça. Mais moi, je suis devenu pasteur. Donc, je connais les techniques de vente et les techniques de lobbying. Mais aujourd'hui, je veux communiquer la foi en Jésus. Mais néanmoins, comme je les connais bien, je sais qu'ils ont peu de temps, qu'ils sont sollicités par des centaines de lobbyistes et d'associations différentes qui ont toutes des choses passionnantes à dire. Donc, ayez bien préparé votre intervention, priez avant et arrivez avec
peu d'idées, enfin peu de requêtes, en tout cas peu de propositions, mais des propositions fortes, bien étayées. Et si en plus elles sont relayées par d'autres voix qui travaillent sur le même champ que vous, alors vous aurez un impact intéressant. Groupe local de Toulouse, est-ce qu'il existe déjà des instances protestantes qui portent une voix sur les sujets en rapport avec l'environnement? Alors, pas à ma connaissance, mais les présidences de la Fédération protestante de France et du Conseil national des évangéliques de France ont aussi la possibilité de porter les voix de leurs membres. Donc, je sais que l'association Église verte avait travaillé dans ce sens il y a quelques années pour le label Église verte, mais vous pouvez aussi interpeller les présidents du CNEF et de la FPF pour que, dans leur posture de président représentant, le CNEF représente 33 unions nationales d'églises et 200 associations à vocation nationale, alors je ne peux pas parler à la place du président du CNEF actuel ou du futur, mais si le président du CNEF portait une requête d'Arocha en son nom propre ou au nom du CNEF, ça pourrait effectivement, vous imaginez bien, démultiplier l'impact et l'audience et la qualité de l'audience que vous pourriez avoir. Donc les deux sont complémentaires. Ok, merci beaucoup Thierry. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de cette soirée qui va certainement bien compléter ce que tu nous as apporté. Alors, la deuxième partie de la soirée sera animée par deux intervenants du CCFD Terre Solidaire. Alors, ce CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG française de solidarité internationale qui agit aux côtés des populations les plus vulnérables. Donc, ils agissent contre toute forme d'injustice, notamment le fait de souffrir de la faim. Cette ONG agit en partenariat avec les associations locales. Elle œuvre aussi sur l'axe du plaidoyer et de la mobilisation citoyenne. C'est ce qui nous intéresse en particulier ce soir. Donc, on va accueillir en premier Myrto Tiliaknaki, désolée si j'ai écorché le nom, qui est chargé du plaidoyer climat. Et ensuite, on écoutera Stéphane Duclos, qui lui est responsable du service campagne et mobilisation. Myrto, c'est à toi. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. On va faire un peu une présentation hybride avec Stéphane. Donc, je vais commencer juste en vous disant un tout petit peu qui je suis et pourquoi je fais ce travail aujourd'hui. Et ensuite, on va passer sur la présentation du CCFD et de nos différents leviers d'action. Comme a dit Johanna, je m'appelle Myrto. Je suis chargée de plaidoyer climat au CCFD Terre Solidaire depuis pas très longtemps, depuis 1 an. Avant le CCFD, je ne travaillais pas sur des questions forcément climatiques, mais je viens du milieu associatif. Donc, je travaillais pendant 4 ans pour une ONG des droits humains qui s'appelle Human Rights Watch sur tout un éventail de violations de droits humains dans tous les continents du monde. J'ai travaillé également sur la question migratoire auprès de Médecins sans frontières. Donc j'ai un parcours ONG depuis le début de ma trajectoire professionnelle. Et voilà, le CCFD m'a attirée à la fois parce qu'il y a eu cette opportunité de travailler sur des thématiques que je trouve très intéressantes. Et parce que voilà, il y a une vision du monde qui est proposée par le CCFD et des valeurs que je trouve très intéressantes et qui me correspondent beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Stéphane. Bonsoir à toutes et tous. Excusez si j'ai la voix un peu enrouée, mais je sors d'une petite grippe, donc des fois je peux me mettre à tousser. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc Stéphane Duclos, responsable du service campagne et mobilisation. Alors, elle a dit, pour faire contrepoint à Myrto, moi je fais plutôt partie des anciens, parce que ça fait 15 ans que je travaille au CCFD. Pour tout vous dire, le CCFD, c'est même mon premier boulot. Je suis directement arrivé au CCFD après la fac. Et en fait, je me prédestinais pas du tout à travailler forcément pour une ONG, puisque je suis rentré au CCFD par la porte confessionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le CCFD cherchait quelqu'un qui a des connaissances en religion et des connaissances en relations internationales. Et à ce moment-là, ça ne courait pas les rues. Et donc, on m'a pris pour quoi faire? On m'a pris en fait pour animer la campagne de Carême du CCFD, qui est un temps fort du CCFD auprès des communautés chrétiennes.
et qui vise à sensibiliser ces communautés au moment du carême, donc dans une démarche spirituelle, c'est important, sur les enjeux de solidarité internationale. Donc il fallait faire le lien entre la démarche spirituelle de carême, et bien sûr de Pâques, et les enjeux de solidarité internationale, et c'est pour ça que j'ai été appelé. Voilà. Et ce que j'aime au CCFD, et c'est aussi pour ça que j'y reste, c'est que je trouve que c'est une association qui permet vraiment de rendre compte de la complexité du monde et du niveau d'interdépendance qui existe aujourd'hui entre moi, petit occidental parisien, et certaines populations qui vivent à l'autre bout du monde, et comment mes gestes du quotidien peuvent avoir un impact sur eux et réciproquement. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas assez conscience aujourd'hui. Quand je vois, par exemple, à quel point les débats publics s'arrêtent parfois trop souvent aux frontières de notre pays, je trouve qu'on loupe là un enjeu majeur au vu des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà. J'en termine là. Ce que je vous propose, c'est de vous redire peut-être 2-3 mots très rapidement du CCFD avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'effectivement, on va vous parler mobilisation et plaidoyer, ou en tout cas sur la façon dont on le porte au CCFD. Alors effectivement, CCFD, Terre solidaire, ça veut dire quoi? C'est Comité catholique contre la faim et pour le développement tiré Terre solidaire. Comme il y avait un acronyme absolument incompréhensible, on a décidé qu'on allait s'ajouter un prénom, c'est Terre solidaire. La mission, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la lutte contre la faim historiquement, et puis petit à petit, ça s'est élargi à la lutte contre les injustices liées au modèle de développement. C'est-à-dire qu'en travaillant à la lutte contre la faim, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment éradiquer la faim, en fait, il fallait une action en profondeur, pluridimensionnelle, qui travaille vraiment sur les structures des sociétés, et donc on s'est investi sur la question du développement. C'est une ONG assez ancienne, puisqu'elle a 60 ans, ce qui est pas mal. C'est la première ONG de développement en France, et c'est un service d'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CCFD représente l'action concrète de l'église en matière de charité. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule organisation dans ce cas-là, mais en tout cas, elle y participe très officiellement. Concrètement, le CCFD, c'est 500 projets par an dans plus de 60 pays, dans le sud et dans l'est. C'est 2,4 millions de bénéficiaires. C'est un réseau de 7000 bénévoles répartis sur toute la France, sur tout le territoire français. C'est une équipe salariée de 170 personnes, avec un peu plus d'une centaine au siège à Paris et 60 dans les territoires. Et c'est un budget annuel autour de 35 millions par an à peu près. Alors, pour remplir sa mission, très simplement, le CCFD s'appuie sur 3 leviers d'action. Le premier, historique, le plus important, c'est le partenariat, qui consiste à accompagner la mise en œuvre de projets dans les pays du Sud et de l'Est. Alors, c'est très important pour nous, ces projets ils sont à l'initiative des populations locales. L'idée, c'est de ne pas faire à la place des gens. On est convaincu au CCFD que ce sont les populations locales qui sont les mieux placées pour répondre à leurs problèmes. C'est elles qui connaissent le mieux le contexte dans lequel elles se situent, donc c'est elles qui ont les solutions les mieux adaptées. Et nous, on est simplement là pour les aider à réaliser ces projets et ces solutions. Voilà, donc ça passe par quoi cet accompagnement? Ça passe par du financement, bien sûr, mais pas que. Ça passe aussi par du conseil et de la mise en réseau. Le second levier d'action, c'est ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne. Alors, ça se décompose en 2 choses. Un travail d'éducation, ce qu'on appelle l'éducation l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, je vais y arriver. Donc ça, c'est un travail en profondeur qui vise à donner aux gens les moyens de comprendre les grandes problématiques actuelles liées à la solidarité internationale. L'objectif, c'est de les rendre en capacité d'exercer pleinement leur citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas passifs face aux événements du monde, mais qu'ils soient en capacité d'agir dessus parce qu'ils ont compris et parce qu'ils ont des moyens d'action. Et puis, on a un travail, alors là, un peu plus restreint, que j'appellerais de sensibilisation de l'opinion publique sur les enjeux de solidarité internationale. Toujours. Et puis, parfois, d'attirer l'attention du public et des médias sur certaines problématiques. Voilà. Le dernier levier, qui est le plus récent, mais qui n'est pas le moins important, c'est le plaidoyer. Et ben là, je vais forcément laisser Myrto vous expliquer ce que c'est, mais vous le savez déjà un peu. C'est ça, merci Stéphane. Donc pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure par Thierry, au CCFD Terre solidaire, le plaidoyer, c'est un travail d'influence de décideurs politiques, donc de ceux à la fois qui dessinent les politiques publiques et de ceux qui légifèrent. On est actif sur différents niveaux, au niveau national, en France,
on essaie d'influencer notamment les instances gouvernementales, donc ministère des Affaires étrangères, ministère de la Transition écologique et ministère de l'Agriculture, sur mes sujets, sujet climat. Au niveau régional, on est actif sur du plaidoyer auprès de l'Union européenne, plus particulièrement la Commission européenne, sur des dispositifs de loi en particulier, si l'occasion se présente. Et au niveau international, on s'implique en plaidoyer COP. COP, donc les conférences des parties pour le climat. Il y a eu la dernière COP en novembre 2021 à Glasgow, si vous en avez entendu parler. Et là, c'est un plaidoyer envers à la fois les États, parce que c'est les États qui négocient lors de COP, mais c'est également un travail plus généralement d'influence auprès des médias et auprès de l'opinion publique. Et ce que je voulais également noter concernant notre travail de plaidoyer, c'est que pour être entendu aussi de la part de ces décideurs politiques, c'est important d'avoir une solide base d'expertise, une crédibilité forte et aussi la capacité de mobiliser l'opinion publique. Et donc, au CCFD, on essaie de faire tout ça, donc d'avoir l'expertise solide, la crédibilité, expertise qui est reconnue à la fois par du coup, ces décideurs politiques, mais aussi par des scientifiques et d'autres experts. On essaie de mobiliser les médias et on essaie d'être très présent aussi au sein de la société pour montrer qu'on est là, qu'on a la pression. Et voilà. Donc, je pense que je vais finir là sur la présentation du plaidoyer. Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux intervenir juste après pour parler ouais. Deux petites précisions. La première, c'est que vous entendez souvent parler de plaidoyer d'un côté et de l'autre, vous entendez parler de lobbying. Alors bon, concrètement, d'un point de vue technique, c'est la même chose. On ne va pas se voiler la face. Là où on fait une distinction, c'est sur les finalités. Très souvent, le lobbying est quand même au service d'intérêts privés, alors qu'on a la prétention de croire qu'on porte quand même des sujets de préoccupation qui sont d'ordre universel et qui touchent davantage au bien commun. Alors bien sûr, c'est discutable et certains peuvent ne pas être d'accord, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on vise. Voilà, donc c'est simplement pour expliquer cette nuance dans les appellations que vous entendez souvent et qui peut bien sûr interroger. La deuxième chose, ça c'est quelque chose que Thierry a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une très forte articulation entre la mobilisation et le plaidoyer, parce que, comme le dit Myrto, pour arriver à se faire entendre auprès de décideurs, si les questions que vous portez auprès de ces décideurs sont des questions qui sont relayées dans les médias, qui sont relayées dans l'opinion publique. Autrement dit, si on arrive à attirer l'attention des gens et des médias sur ces questions-là, parce qu'on défile dans la rue, par nos animations, par nos flash mobs, et ben forcément, Myrto, quand elle arrive devant les décideurs, elle n'a pas la même audience que si on n'en parle pas du tout et si c'est complètement absent des médias. Donc, il y a vraiment une synergie entre ce travail de mobilisation et de sensibilisation et le travail que fait Myrto en matière de plaidoyer. Alors maintenant, peut-être la question qu'on pourrait se poser, Myrto, c'est le CCFD, c'est une ONG de solidarité internationale. Mais pourquoi diable le CCFD parle-t-il d'écologie? Ça ne va pas forcément de soi. Alors peut-être pour vous, pardon si on enfonce une porte ouverte, mais on pourrait se poser la question. Donc Myrto, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le CCFD s'est emparé de cette question-là? Oui, merci Stéphane. Du coup, ce qu'on pense, c'est que les questions de justice sociale, de justice environnementale, et justice sociale, la lutte contre les inégalités et le travail pour une solidarité et un développement de qualité sont vraiment des enjeux qui sont indissociables. Donc, nous, on essaie vraiment de traiter ces enjeux ensemble et on pense vraiment que voilà, en tout cas sur la question de la justice climatique, en dénonçant les inégalités également qui existent entre population du Nord et population du Sud, on traite des enjeux très différents de justice sociale, justice économique et justice environnementale. Donc voilà, pour nous, c'est très important. Et peut-être, Stéphane peut vous en parler sur l'aspect de l'historique du CCFD sur ces questions-là, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Mais vas-y, Stéphane.
Oui, en fait, le CCFD a eu assez tôt l'intuition qu'effectivement, comme le disait Myrto, il y a un lien fondamental entre les questions environnementales et les questions de justice sociale. Il n'y a qu'à voir l'impact que peut avoir, par exemple, l'extraction minière ou la construction d'infrastructures sur des populations locales qui très souvent dépendent de leur milieu naturel et qui sont directement impactées par ce type de projet. Et ça, c'est quelque chose que porte fortement le CCFD. Par ailleurs, il se trouve, et là je vais aborder un autre point, c'est la dimension religieuse du CCFD, parce que le CCFD est nourri de cette dimension religieuse à la fois dans sa pensée et dans ses actions. C'est que cette intuition-là, elle a été confirmée par un texte très important pour nous et pour l'Église catholique, qui est la sortie de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui est sortie la même année que la COP 21, hein, qui a été aussi, je dirais, un temps de mobilisation un peu fondateur pour le CCFD sur les questions de justice climatique et qui est vraiment venu confirmer toutes ces intuitions. Voilà. Avant ça, avant cette encyclique de Laudato Si, le CCFD s'appuyait aussi sur ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui a un certain nombre de textes écrits par les papes et qui développe un grand nombre de concepts qui nous servent un peu d'outils pour lire le monde et l'analyser. Alors, ce sont des grands principes qui nous appartient après de rendre concrets et opérationnels, mais qui nous servent un peu de boussole pour arriver à discerner dans un environnement qui est de plus en plus complexe. Et finalement, Laudato Si est venu un peu mettre à jour cette doctrine sociale en y injectant cette dimension environnementale. Voilà. Et donc, c'est vraiment à partir de là qu'on travaille. Je vais vous donner un exemple très simple, par exemple. Je disais tout à l'heure qu'on soutient des initiatives de populations locales. Donc, c'est vraiment à leur initiative qu'on porte leur projet. Et ben ça rejoint totalement l'un des grands principes de cette doctrine sociale, qui est la subsidiarité. C'est-à-dire le fait de laisser à chacun assumer ses responsabilités à son niveau autant qu'il le peut. Voilà. Et ça, c'est l'un des principes qui dicte aussi notre façon d'agir auprès de ces populations du Sud. Myrto, on va peut-être rentrer dans le concret. On voulait vous parler un peu de ce qu'on a fait à l'occasion de la COP 26, puisque ça a été un temps de mobilisation très fort pour nous, et de vous dire quelques mots sur nos actions en matière de plaidoyer et nos actions en matière de mobilisation citoyenne. Alors oui, en effet, on a lancé une campagne de justice climatique dans le cadre de la COP 26. Il y avait plusieurs raisons. Déjà, la COP 15 était la COP où l'accord de Paris a été adopté, mais en fait, le manuel d'application, le mode d'emploi, entre guillemets, de l'accord de Paris n'était pas finalisé jusqu'à novembre dernier, la COP 26. Donc, il y avait un enjeu de la finalisation de cet accord, du manuel d'application de l'accord de Paris. Et dans l'accord de Paris, un article, l'article 6, qui traite du fonctionnement de marché carbone. Nous, au CCFD Terre Solidaire, on dénonce le fonctionnement, enfin même l'existence de ce type de marché, parce qu'ils permettent en fait de projets de compensation carbone. L'idée que des entreprises de pays du Nord ou même de gouvernements des États du Nord puissent continuer à émettre, à polluer comme avant. Ils ne mettent pas en place les changements nécessaires pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ils vont planter de méga-forêts de dizaines de millions d'hectares dans des pays du Sud, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, des pays où les droits fonciers ne sont pas suffisamment robustes pour protéger les communautés locales. Donc, pour revenir à la COP26, l'article 6 de l'accord de Paris, potentiellement, allait ouvrir la voie à ce type de projet. Et donc, on a lancé une campagne en demandant à ce que le secteur de terre, donc à ce que les forêts et les terres agricoles ne soient pas inscrites dans cet article 6, dans le marché carbone. Et nous avons décidé de lancer une campagne sur ce sujet, plus largement de la compensation carbone, parce qu'on trouvait que c'est quelque chose qu'on voit partout autour de nous aujourd'hui. La neutralité carbone, votre t-shirt est neutre en carbone, vous êtes neutre en carbone, tout est neutre en carbone. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que pour arriver à cette neutralité carbone, la majorité d'acteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ne font pas l'effort nécessaire et donc misent tout sur ce levier de la compensation. Donc, on a souhaité vraiment sensibiliser
informer l'opinion publique, nos concitoyens, et pousser les décideurs politiques à mettre fin à ce type de pratique, au moins leur faire comprendre en fait quels sont les impacts de ce type de dispositif. Donc on a lancé une campagne à la fois en utilisant le levier du plaidoyer, donc on est allé à la rencontre de décideurs politiques français et autres, on est parti à Glasgow, on a participé à négociations, enfin, en tant qu'observateur toujours, mais voilà, on a poussé à ce que de mots, de formulations dans les textes de l'accord de Paris reflètent en fait ces priorités pour que les textes protègent les droits humains, la biodiversité, etc. Donc, pas la voie à ce type de dispositif, mais également, bien évidemment, notre campagne est passée par le levier de la mobilisation citoyenne en France et par un travail de sensibilisation des médias. Donc, tous les leviers du CCFD Terre Solidaire étaient mis à disposition de cette campagne. Et bon, je laisserai Stéphane parler un peu plus du côté mobilisation. Mais en tout cas, nous, on est parti avec cette demande assez centrale de notre campagne, n'est pas intégrer les secteurs des terres dans les marchés carbone de l'accord de Paris. Est-ce qu'on l'a obtenu? Non. Mais on savait que c'était une bataille, enfin pas perdue, mais on savait que c'était très probable que les secteurs de terre soient intégrés dans l'article 6 de l'accord de Paris, mais on a trouvé cette opportunité assez unique pour justement relever les dangers de cette approche. Et donc, d'un côté, on n'a pas obtenu l'exclusion du secteur de terre de l'article 6 de l'accord de Paris, mais d'un autre côté, on a pu intégrer de protection des droits humains quelques garde-fous dans le cadre de cet article 6. Et on a pu également, à force de pousser ces messages avec nos alliés aussi, avec d'autres ONG, bien évidemment, on a eu quelques prises de parole qui étaient, on estime, très importantes lors de la COP, le secrétaire général des Nations Unies qui dénonce ce type de dispositif et bien d'autres exemples. Et donc voilà, on peut dire que c'est difficile en plaidoyer d'avoir un bilan quantitatif. C'est souvent un bilan qualitatif. Il faut gagner quelque part pour perdre ailleurs, mais on voit en fait notre effort comme un ensemble de choses, d'éléments, et on trouve que, en tout cas, nous, notre souhait, c'était que aussi les citoyens, l'opinion publique soit de moins en moins dupes face à ce type de communication ou d'engagement qui font la promotion de ces pratiques néfastes à la fois pour l'environnement et pour les droits humains. Mais Stéphane, tu pourras en dire plus sur l'aspect mobilisation de cette campagne. Je vais vous présenter 2-3 actions types qu'on a mis en place à l'occasion de cette grande mobilisation. Voilà, alors l'animation phare, c'était le safari du greenwashing. Alors, de quoi s'agit-il? L'idée, c'est de rassembler un groupe de bénévoles du CCFD et de créer un événement qui s'appelle Safari du greenwashing. On identifie un certain nombre d'enseignes qui, sous couvert de compensation carbone, affirment être parfaitement vertes et respectueuses de l'environnement. Alors bien sûr, quand on identifie ces enseignes, on le fait sérieusement. C'est-à-dire que c'est à partir de recherches approfondies, à partir d'une bibliographie et d'un certain nombre d'articles parus dans de la presse sérieuse qui nous permettent de donner des éléments factuels. Et donc, on invite les gens à faire le tour de ces enseignes de façon très théâtrale, comme vous pouvez le voir, de façon très animée, et ça permet 2 choses. Ça permet, petit 1, d'attirer l'attention des passants, qui nous trouvent plutôt sympathiques, parce qu'on est joyeux, c'est une ambiance festive, agréable, bon vivant. Et ça permet aussi d'attirer l'attention des médias, qui voient ici qu'il se passe quelque chose, qui de prime abord, visuellement pour la photo, est plutôt sympa, et en plus, ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Et donc, ça nous permet de gagner sur les 2 tableaux, c'est-à-dire à la fois de permettre un peu de sensibilisation de l'opinion publique sur ces questions-là, et en même temps d'avoir un peu d'audience dans les médias et de faire monter un peu nos sujets. Voilà, donc ça, c'était un peu l'animation type. Alors, vous voyez, il y a un chapeau colonial, vraiment, on reprend tous les clichés du safari pour le retourner un peu contre les spécialistes du greenwashing. Je vous en montre une autre ici, voilà, qui est là aussi. Et
Et donc, en règle générale, ça se passe très, très bien. On n'a eu absolument aucun incident au cours de ces safaris, la bonne humeur prenant le pas sur le reste la plupart du temps. L'autre action de rue qu'on a mis en place, c'est le photomaton. Alors, l'idée, c'est d'aller vers les passants et de leur proposer un petit quiz rapide sur la question de la compensation carbone. Alors, bien sûr, on n'arrive pas devant eux en leur disant « Messieurs, dames, est-ce que vous savez ce que c'est que la compensation carbone ?» Parce que là, vous faites fuir tout le monde. Hein. Non, non, vous commencez par des questions très générales autour de l'écologie, parce que l'écologie, c'est un thème qui parle à tout le monde. Et puis, en avançant un peu dans les questions, vous finissez par aborder ces questions de compensation carbone. Et puis, à la fin, vous leur proposez de faire une petite photo avec un slogan en dessous. Alors, bien sûr, vous leur faites remplir une petite fiche comme quoi on est autorisé à utiliser leur droit à l'image, parce que c'est important, le droit à l'image. Voilà. Et donc, on leur propose une petite photo qu'on relaie après, nous, sur les réseaux sociaux. Et puis, on espère qu'ensuite, grâce à ça, par un effet un peu viral, on puisse multiplier les photos. Alors, on profite du fait qu'on a un réseau important, un réseau de bénévoles assez important et conséquent. Et donc, si on multiplie ce type d'action, ça finit quand même par faire masse et par se remarquer. Tout à l'heure, Thierry disait à fort juste titre qu'on est quand même beaucoup plus fort en étant ensemble. Et le CCFD mène aussi des actions en collectif. Alors, les actions un peu phares collectives, ça a été les grandes marches climat auxquelles on a participé activement. Et ces collectifs qui organisent ces marches climat ont aussi organisé la veille de la COP un grand événement à Paris, devant l'hôtel de ville, pour dénoncer l'inaction des politiques en matière de réchauffement climatique. Et ça a donné lieu donc à quelques belles photos symboliques. Donc vous voyez, hein, ça a de l'allure, ça interpelle. Voilà. Alors là, il ne s'agit pas que du CCFD, hein, il s'agit de dizaines d'organisations qui ont été partie prenante de l'exercice. Il y a eu même eu une conférence de presse et vous pouvez voir même dans la photo qui est juste là, le QG, puisque le QG s'était installé dans les locaux du CCFD pour accueillir quelques médias notamment, et qui étaient là pour répondre aux questions des journalistes et pour expliciter un peu les revendications qui étaient portées à l'occasion de cette mobilisation. Donc voilà, très rapidement, tout ça, encore une fois, dans le cadre de cette campagne, l'objectif, c'était vraiment de faire du bruit, de faire monter le sujet de la compensation carbone, qui n'est pas un sujet facile à aborder, parce qu'il est un peu technique, mais indispensable, faire comprendre aux gens les enjeux qu'il y a derrière ça. Et on est quand même très, très heureux de pouvoir dire qu'au cours de ces mois qui ont passé, on a vu le sujet de la compensation carbone émerger dans les médias. On en a parlé et on se dit qu'on en est un peu pour quelque chose. On n'est pas les seuls à avoir agi là-dessus, je le reconnais, mais on y a participé et on en est très, très fiers. Et on espère que ça a permis aussi, comme l'expliquait Myrto, ça a permis aussi de déclencher quelques prises de parole, d'obtenir quelques garde-fous lors des négociations qui ont eu lieu à la COP26. On n'en a pas l'absolue certitude, mais en tout cas, on est très content de l'avoir fait. Voilà. Et on en a terminé. On vous laisse la parole. Merci beaucoup, Myrto et Stéphane. C'était vraiment dynamique, intéressant. Est-ce que nos auditeurs ont des questions particulières? Alors, moi, j'en ai une pour commencer avant qu'ils interviennent. J'étais curieuse sur la question du safari du greenwashing. En fait, quand vous faites cette action, j'ai vu que vous parliez au haut-parleur, c'est pour expliquer en quoi l'entreprise en question fait du greenwashing, c'est ça? Alors, il y a deux choses. D'abord, le haut-parleur, ça permet de se faire remarquer, parce que l'objectif, c'est quand même de se faire remarquer dans la rue. Donc, il faut faire un peu de tapage. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'après, en fait, pour chaque enseigne identifiée, on a une fiche technique qui reprend en fait les principaux arguments, les reproches qu'on peut faire à cette enseigne, et où donc il faut faire entendre ces arguments, mais il faut les faire entendre bien au-delà du petit groupe qui fait le safari, il faut que le passant puisse l'entendre aussi. D'où l'importance du porte-voix. Voilà. Je vois que j'ai des questions qui sont arrivées. Est-ce que le CCFD Terre Solidaire est aussi représenté au COP sur la biodiversité? Alors non, et la question est assez pratique. En fait, il faut avoir une accréditation qui est historique et on a des accréditations pour les COP climat, on suit de plus près les COP climat, mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux COP biodiversité et on va essayer de voir si on peut avoir des accréditations pour voir, voilà. Mais ça veut dire que c'est une fois par an, il y a la COP, une fois par an, il y a la pré-COP
Et il y a également les COP biodiversité. Donc, on va passer nos vies, je pense, à suivre des conférences internationales, mais c'est hyper intéressant et pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, la réponse est assez pratico-pratique. D'accord, merci. Une réaction sur le budget de 35 millions d'euros. D'où vient l'argent? Alors, en grande partie de dons privés. Voilà, on a un réseau de donateurs, je ne sais plus, c'est 250 000, je crois, de donateurs, qui est extrêmement fidèle, qui soutient le CCFD depuis toujours, alors qui est un peu vieillissant, hein, bien sûr, mais qui nous donne à peu près 70% de ces 35 millions. Et puis après, à côté, on a d'autres sources, hein, on a les legs, donations, etc., assez classiques dans le milieu des ONG. Non, par contre, vraiment, la spécificité, c'est l'importance des dons privés, qui est quand même particulièrement conséquente. Voilà. D'accord, merci. J'avais une question concernant la réaction des enseignes quand vous faites des actions devant les enseignes. J'imagine que ça ne leur fait pas vraiment de la pub, donc ils ne doivent pas être vraiment contents. Pourtant, vous dites que ça s'est toujours bien passé. Alors, encore une fois, il ne faut pas s'improviser là-dessus. On reprend systématiquement des données qui nous sont fournies par des journalistes, par des articles sérieux et qui sont fondés. Donc, on ne dit pas de mensonges. Hein. Il ne s'agit pas de calomnier les enseignes, voilà, mais de les interpeller sur des choses concrètes. Jusqu'à présent, ce risque, il existe, hein, d'avoir des enseignes qui se retournent contre nous, mais jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, on se dit qu'a priori, soit on les gêne pas tant que ça, soit ils auraient peut-être ça leur ferait peut-être plus de mal de nous attaquer que de nous laisser tranquilles. Bref, pour l'instant, ça n'a jamais rien suscité en termes de réaction. Je peux aussi compléter parce que côté plaidoyer, on a également fait une analyse, un rapport d'analyse de 3 entreprises multinationales françaises, de 3 secteurs le plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et ça va répondre aussi à la question de Manon sur pourquoi cette opposition à la compensation. En fait, l'idée, c'était de prendre les 3 secteurs le plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, voir les 3 entreprises qui sont leaders dans ces secteurs-là et qui communiquent sur leurs objectifs de neutralité carbone. Et l'idée, c'était d'aller voir, en identifiant ces entreprises leaders, concrètement, qu'est-ce qu'elles font pour atteindre cette neutralité. Est-ce que vraiment, elles suivent le triptyque, parce qu'il y a un triptyque derrière l'idée de la neutralité. Il faut d'abord éviter, ensuite réduire et à la fin compenser ce qu'on appelle les émissions incompressibles. Bon, désolée, je rentre dans du technique, mais c'est important. Donc voilà, il y a c'est pas quantifié, mais en tout cas, il y a cette priorisation. Et donc, ce qu'on a constaté, les 3 entreprises d'ailleurs, c'est Total Energy, Nespresso et Air France, c'est qu'elles se disent neutres en carbone, elles affichent des objectifs de neutralité carbone et elles font très très peu d'efforts de réduction. Elles n'ont pas toutes quantifié le pourcentage, mais il y a d'autres études qui ont été faites par d'autres experts qui du coup calculent ça autour de 23% de réduction d'émissions, alors qu'elles se disent neutres. Elles disent qu'elles ont un impact neutre environnemental, elles réduisent 25%, 23% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et à côté, du coup, pour se dire neutre, elles vont compenser tout le reste de leurs émissions. Voilà, c'est un peu un droit pollué. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut vraiment, d'abord, et c'est le GIEC qui le dit, les scientifiques, il faut tout d'abord réduire de manière drastique et urgente. C'est la manière la plus sûre pour garantir qu'on va rester à maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 bien au-dessus de 2 degrés. Et là, on constate en fait qu'il y a une tendance dans le secteur notamment privé aujourd'hui qui du coup peut faire des allégations de neutralité carbone sans qu'elles soient fondées sur des vrais efforts concrets de réduction d'émissions qui sont demandés à la fois par les experts scientifiques du GIEC ou par des objectifs, par exemple, européens. L'Union européenne demande une réduction d'émissions de 55%. Donc, bref, et donc, pour revenir juste, du coup, sur les entreprises, donc on a du coup analysé les politiques stratégie climat des 3 entreprises quand même. Et donc, est-ce qu'elles étaient énervées? Il y en a 2 qui ont l'habitude, Total et Air France. Par contre, Nespresso nous a écrit un courrier demandant des précisions. Voilà. Rien des bien méchants. Et ensuite, sur la question encore de Manon, pourquoi cette opposition à la compensation? C'est parce que, en fait,
ça devient un véritable levier d'inaction climatique. C'est-à-dire que ces instances-là, ces entreprises, ça peut être des États demain, au lieu de mettre en place du coup ces réductions d'émissions drastiques et urgentes, elles vont tout miser sur cette compensation qui est très incertaine en termes de résultats. Croire et espérer qu'en plantant une méga-forêt, les arbres mettent plusieurs années à pousser, à capter du carbone. Ensuite, il faut qu'on soit en capacité de garantir que ces arbres-là vont jamais être coupés ou ils vont jamais brûler. Or, avec le réchauffement, les puits de carbone naturels sont de plus en plus vulnérables à des phénomènes extrêmes. Bref, c'est pas sûr en termes de résultats climatiques, c'est pas efficace. Et en plus de cela, ces méga-forêts se construisent autour d'endroits où il y a des communautés locales qui vivent et qui dépendent de ces terres pour se nourrir, pour vivre, comme je viens de le dire. Et donc, ces communautés se trouvent du jour au lendemain bloquées d'accès à leurs terres. On leur donne des papiers qui ne sont pas leur langue natale. On ne demande pas leur avis. Et voilà, du jour au lendemain, on crée une concession de leur territoire et qui, du coup, est utilisée pour planter des forêts qui vont compenser les émissions de Total, Air France, Nespresso, d'autres entreprises. Donc, c'est une posture qui est profondément injuste. Ces entreprises-là devraient tout d'abord mettre en place des actions qui minimisent leur impact environnemental. Donc, non seulement elles ne le font pas, mais ensuite elles vont aller planter des arbres dans des endroits qui affectent des communautés, souvent des communautés autochtones. Et le dernier point, et après j'arrête, c'est que en tout cas, en tout ce qui concerne la plantation de forêts, on plante souvent de monocultures à croissance rapide, donc des espèces qui ne sont pas natives région où on plante et qui donc peuvent vraiment causer des dérèglements de la biodiversité et des écosystèmes. Donc ça ne répond à aucun critère, en gros, la compensation carbone, ça répond à aucun critère ni climatique, ni de respect des droits humains, ni de respect de la biodiversité. D'accord, ouais, merci beaucoup, c'est vraiment beaucoup plus clair comme ça. On a une autre question sur le CCFD. Est-ce qu'il existe au niveau international, c'est-à-dire est-ce que le mouvement a un relais à l'international? Alors, le CCFD appartient à des plateformes internationales. Ça s'appelle la CITSE. Alors, j'ai plus le développement de l'acronyme, mais pour dire très simple, ça rassemble en fait les différentes organisations d'Europe et d'Amérique du Nord qui sont des organisations catholiques dédiées à la solidarité internationale et qui sont notamment très actives au moment de Carême. Voilà. Donc, et ça, on agit à on a cette structure internationale qui nous permet après aussi d'entrer dans un certain nombre de lieux et d'instances internationales plus facilement. Ça nous permet aussi des actions concertées avec nos homologues des autres pays pour pouvoir agir. Voilà. C'est ça. Après, si on parle d'antennes locales dans les pays dans lesquels on soutient des projets, non. On n'a pas d'antenne locale parce qu'on est parti du principe, on voulait sortir de la logique de l'expatrié. C'est-à-dire qu'on n'est pas le blanc qui vient apporter la solution. Encore une fois, là, je remonte vraiment à l'origine du CCFD. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un suivi rigoureux. Alors, on envoie des chargés de mission qui vont en mission sur place. Alors, évidemment, ça a des conséquences en termes d'émissions carbone. Donc, on limite au maximum ces missions, on essaye de les rationaliser au maximum. Quand on envoie quelqu'un en Afrique, il ne va pas visiter juste un projet dans un pays, il fait toute une tournée sur plusieurs semaines. Donc, c'est des processus qui sont assez longs. Mais on n'a pas d'antenne à proprement parler. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment à tous les deux pour votre intervention. On a encore une question. Alors, concernant la compensation carbone avec plantation d'arbres, est-ce que ce sont les entreprises elles-mêmes qui choisissent le terrain, les cultures à planter et les implications sociales? Alors, ça dépend vraiment. Globalement, elles passent par une entreprise, par des entreprises intermédiaires qui se disent spécialistes du sujet, qui également prétendent planter les bonnes espèces ou consulter avec les communautés locales, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, les entreprises intermédiaires vont planter ce qu'elles pensent être moins cher, plus facile, moins compliqué. Donc, il y a vraiment très, très peu de régulation dans cet espace-là de la compensation. Il y a très peu de contrôle en amont, pendant et après la mise en place de ce projet. Nathan nous demande, pour
toi, Myrto, si tu peux développer un peu ton travail au quotidien, par quels moyens vous parvenez au CCFD à sensibiliser les décideurs aux problématiques chères au CCFD? Oui, c'est une question intéressante. Déjà, chaque jour ne ressemble pas à l'autre. Mais en tout cas, on peut dire que très régulièrement, on essaie de rencontrer ces décideurs politiques, déjà, nos cibles de plaidoyer. Et comme je disais au début, l'idée, c'est de construire vraiment de relations aussi de confiance. Donc, l'idée, c'est de construire des relations de long terme où on peut vraiment avoir un échange franc avec nos interlocuteurs politiques. Sinon, c'est compliqué si on arrive, nous, avec nos messages, eux, avec leurs messages, ça fait un dialogue de sourds. Donc, parfois, on accepte que ça va être comme ça parce que chacun défend sa position. Mais ce que je trouve intéressant à long terme, en cultivant des relations avec ces personnes, c'est qu'on arrive à aussi dire les choses honnêtement et à eux de reconnaître les limites de leur démarche et à nous aussi d'essayer de voir comment on peut les aider en fait à mieux, comment dire, avoir plus de gains politiques ou mieux formuler les choses. Mais en tout cas, c'est un travail constant d'influence et même de confiance. Mais en tout cas, le travail d'un plaidoyeur, c'est de s'informer en continu. En fait, nos sujets évoluent tous les jours. Donc, c'est ça qui est aussi compliqué. Il faut suivre à la fois ce qui se passe au niveau des politiques publiques, de nouvelles législations, etc. Donc, on lit beaucoup, on s'informe beaucoup, on regarde aussi ce qui se passe dans la sphère médiatique, parce que bien évidemment, on essaie d'être dedans. Il y a également les réseaux sociaux. Le Twitter, c'est une sphère très importante pour nous, chargés de plaidoyer. Donc, on essaye vraiment de voir quels messages sont relayés, comment est-ce qu'on peut attirer l'attention de nos cibles de plaidoyer. Voilà, donc il y a ce travail de communication. Et avec le décideur politique, plus c'est informel, mieux c'est. Plus on arrive à vraiment briser un peu la glace et rendre nos contacts plus fluides, plus humains, mieux c'est. Je ne sais pas si j'ai oublié un aspect de mon travail important, mais en tout cas, je pense que ça résume à peu près ce qu'on essaie de faire. Et on essaie également d'être plus présent dans des espaces, moins dans mon travail. On est beaucoup en dialogue avec les décideurs politiques ou les médias, mais c'est aussi intéressant, je trouve, d'essayer d'être en contact avec les entreprises, le monde des entreprises, le secteur privé, pour savoir également comment ils réfléchissent, quels sont les arguments, quels sont les blocages. Ça nous aide, ça nourrit beaucoup notre réflexion et notre travail. Et en contact avec les autres associations qui partagent nos combats et avec lesquelles on peut s'allier, s'associer à différentes occasions. Oui, j'ai complètement oublié, c'est vraiment un levier hyper important. On agit en fait très très peu seul au CCFD en termes de plaidoyer. On est membre de plusieurs réseaux d'associations. En France, on est membre du réseau Action Climat. Donc, on mène la majorité de nos rendez-vous plaidoyer et de nos efforts de plaidoyer avec nos alliés. Et à l'international, on fait aussi partie d'autres groupes. On essaie vraiment, à chaque fois, il y a une grosse échéance politique, d'arriver plusieurs. Et je trouve que c'est aussi un aspect de notre travail qui est très nourrissant, qui est très intéressant, d'être aussi à la rencontre de ces personnes du milieu associatif qui font la même chose que nous, le même métier, et qui se battent pour les mêmes combats. Donc oui, ça c'est hyper important. Merci Stéphane. Est-ce que vous faites de la pédagogie de la communication dans les églises catholiques? Alors oui, c'est même historiquement notre cœur de cible, c'est-à-dire que le CCFD s'est construit à partir d'une campagne au moment de Carême auprès des communautés chrétiennes, catholiques évidemment, principalement. Donc c'était vraiment notre premier public, mais en fait très rapidement notre audience est allée au-delà. Parce qu'encore une fois, nos sujets ne sont pas des sujets fléchés religieux, et c'est vraiment des sujets qui concernent l'ensemble des populations. Donc on est allé bien au-delà. Mais chaque année, pendant la période de Carême, on sensibilise avec des outils pédagogiques dans les écoles, dans les paroisses, le monde catholique. Alors après, je ne vous cache pas, et vous savez ce que c'est, on a plus ou moins d'audience en fonction des personnes auxquelles on s'adresse, voire des fois on peut susciter des réactions un peu épidermiques parce qu'on a des sujets qui sont clivants par moment, avec des vrais positionnements politiques, et ça,
les gens l'acceptent ou pas. Voilà. Mais c'est notre devoir, c'est notre mission, c'est notre raison d'être, donc on le fait. Ok, merci beaucoup.